Un médecin, quand il voit un patient avec une balle, par exemple, il est obligé d'avertir la police. À partir du moment où vous considérez que c'est une torture, est-ce qu'on ne peut pas, le médecin ne peut pas avertir aussi dans ces cas-là qu'il y a un problème? Ben, le médecin qui recevrait en consultation une personne blessée suite à un cambriolage ou un braquage qu'il a lui-même mené ne peut pas violer son secret professionnel. Il ne peut pas dénoncer, contrairement à ce que je pense avoir compris. Donc il doit soigner et il ne peut pas révéler le fait aux autorités. La situation d'une mutilation est différente, puisque, je vous ai dit, c'est une balance des intérêts entre une personne en danger. Alors, par rapport à une mutilation, c'est bien ça la difficulté, c'est le médecin qui constate, oui, une mutilation sur un enfant. C'est ça ce qu'on affirme, en tout cas à Intact, après analyse des textes, c'est qu'on estime qu'en effet, s'agissant d'une mutilation, mais ce n'est pas transposable au cas du braquage, c'est très différent. Donc, s'agissant d'une mutilation, on peut en effet considérer que la personne est en danger et que cela justifie un signalement ou une assistance à la personne qui n'est pas nécessairement un signalement au parquet. Un médecin peut très bien décider de commencer à porter je parle plus d'un risque de mutilation. Le médecin qui constaterait qu'il y a un risque chez une fillette, où on a beaucoup de demandes d'équipe ONE ou des trucs comme ça, le premier conseil, c'est d'organiser un suivi de la famille, une information, une sensibilisation et de sortir l'artillerie lourde que si le risque est établi. Tout ça n'est vraiment pas simple. Il n'y a pas de réponse noire ou blanche, il faut être très 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 prudent. Jean-Luc Levy, je voudrais justement intervenir sur ce sujet-là. Ce n'est vraiment pas simple et on ne peut pas, je suis gynécologue, on ne peut pas du tout penser que, constatant des choses qui se passent et qui sont négatives pour les patients, on est les indicateurs et on est les dépositaires de plaintes à les déposer en leur nom. Parce que je pense que si c'est ce concept-là qui prévaut la notion de confiance des gens à l'égard du médecin, qui est parfois la seule personne vulnérable, personne à qui ils osent dire des choses aussi atroces que ce qu'ils ont vécu, va évidemment aller en s'étiolant. Quand on aura fait une dénonciation, je dirais par un souci de la croisade blanche, plus personne ne viendra raconter les choses, et plus personne n'aura accès aux soins ou ne demandera les soins de base. Là, je pense qu'il y a vraiment un problème qui est simple et qu'il ne faut pas régler comme on parle qu'on a reçu. Tout à fait. Je suis bien de votre avis. Je suis bien de votre avis. C'est quelque chose de très très délicat. Mais il faut aussi pouvoir répondre. Est-ce qu'on peut imaginer, vous qui êtes dans le monde juridique que je ne connais pas, qu'il puisse exister des structures intermédiaires? C'est pour ça qu'on a créé Intact. Où les médecins qui constateraient de façon récurrente des choses anormales puissent dire, écoutez, là il se passe quelque chose de pas normal, mais c'est pas à moi d'aller enquêter. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a créé Intact. Parce que, et d'ailleurs c'est les premières personnes qui nous consultent, ce sont les médecins, qui nous demandent qu'est-ce que je fais, quel est le risque et tout. Et la réponse n'est jamais immédiate, on réfléchit en équipe. Souvent, toute l'équipe qui réfléchit à ces questions quand les cas se présentent, le premier regret, c'est de ne pas avoir de photos quand il y a une excision constatée. Ça, c'est le premier qui nous permet, nous, alors d'en référer à d'autres spécialistes, etc. Donc, nous, en tout cas, à Intact, on peut aussi, si un cas le justifie, on peut garantir l'anonymat d'un dénonciateur, entre guillemets. Moi, je n'aime pas ce mot dénonciation, je préfère le mot signalement. On peut garantir l'anonymat, évaluer avec la personne le risque et
Parce que notre obligation en Belgique, c'est porter assistance à une personne en danger. Je vous dis, il y a d'autres structures, mécanismes, en effet, qu'on peut d'abord mettre en place avec des associations de sensibilisation, avec le suivi. Le pire, c'est de perdre le contact avec les parents, l'enfant, et comme vous dites, de rompre le lien de confiance qui permet de contrôler ou de maîtriser la situation. Donc ça, c'est la priorité, le maintien du contact. Après, comme il y a tout le travail qu'on commence à faire, mais je vous dis, je suis très humble par rapport à ça, c'est tout le travail d'approche des magistrats référents. On l'a déjà fait sur Bruxelles, et là on a des garanties, on ne l'a pas encore fait sur Liège, mais en tout cas sur Bruxelles, on a des garanties que le jour où il y a un cas qui sera présenté, comme pour n'importe quel autre fait, on sait qu'il y aura une enquête pénale classique avec intervention éventuelle de médecins légistes qui référeront à des spécialistes de la question, et tout ça dans le respect maximal, les conditions d'entretien d'un enfant, d'examen, parce que tout ça est tellement sensible. Donc je suis tout à fait de votre école. Je crois qu'il faut être... Donc je ne prône jamais la levée du secret professionnel, qui pour moi est un principe qui reste un absolu, qui est une question d'intérêt général. Mais voilà, face à cet état de nécessité, si un danger le justifie, si on a une petite fille dont la petite sœur risque d'être mutilée, on n'a parfois pas d'autre choix que d'effectuer un signalement au parquet, et en espérant que ce parquet soit formé pour avoir une réaction adéquate, qui ne doit pas être celle que l'on a, par exemple, s'agissant d'enfants abusés, dans le cas d'inceste ou des trucs comme ça. C'est des situations particulières. On a des outils généraux qui peuvent déjà nous guider, et qu'on doit peut-être légèrement adapter au cas qui se présente. Et ce qui était